Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Comme vous le savez, elles sont régies par des lois exponentielles, et pas uniquement la loi de Moore, mais aussi la loi de Metcalfe, la loi de Carlson, etc. Ce sont ces lois exponentielles qui expliquent que le coût des enzymes qui modifient l'ADN a été divisé par 1000 en 5 ans et 10 000 en 7 ans, que le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans, et ça va avoir un impact très important sur vos métiers. Le fait que la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1 milliard tous les 31 années à l'heure actuelle. Mais je ne vais pas vous apprendre la loi de Moore. Le hacking cérébral, il a deux composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture et l'editing. Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. C'est plus facile de faire le plan de l'Amazone que de détourner le fleuve Amazone. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie. Dans le gène qu'on appelle ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le dur. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. Alors, je ne vous expliquerai pas comment on vérifie qu'une mouche on a modifié un souvenir chez la mouche, c'est un peu compliqué, mais on a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris des mammifères. Alors ça, c'est un petit peu invasif, ce sont des systèmes laser qu'on met, ce qu'on appelle l'optogénétique électronique. Mais ça permet de modifier complètement le fonctionnement cérébral. Un certain nombre de devices, de simulations transcrâniennes sont en train d'arriver. Il y en aura des dizaines et des dizaines à l'horizon de 2025. Certains se révéleront pas très efficaces, d'autres se révéleront efficaces. La loi du marché fera la différence au sein du grand neurobusiness technologique. Quand on parle de neurotechnologie, on ne peut pas ne pas parler de Google. Google est le leader mondial de la neurotechnologie. Google est le seul neurorévolutionnaire, avec des objectifs inouïs en matière de hacking pour notre bien, de notre cerveau. L'objectif de Google est à l'évidence la fusion de l'IT et de la neurologie, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les citoyens, mais qui est une bonne nouvelle pour vos métiers. Vous avez 100 ans de business devant vous. Le neurobusiness, c'est faire tout ça. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau, réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer les cerveaux et enfin transférer les cerveaux.
Certains d'entre vous connaissent ma conviction que j'explique souvent dans mes tribunes dans Le Monde. Le vrai territoire de Google, ça n'est pas un pays. Le vrai territoire de Google, c'est notre cerveau. De façon soft, et puis maintenant de façon neurotechnologique. Et il y a là aucun agenda caché, aucun complot. C'est un projet politique qui est expliqué par les dirigeants de Google à longueur d'interview. Tout ce que fait Google, de la robotique à l'intelligence artificielle, en passant par la génétique, la Google Car, les lentilles chez les diabétiques, tout cela a des visées neurotechnologiques. Google, effectivement, veut nous orienter, veut nous servir de mémoire de substitution, augmenter nos sens avec ses lentilles, la Google Glass, etc., développer l'intelligence artificielle et la robotique, créer le cerveau 2.0, assurer une vie longue au cerveau, et puis enfin, uploader le cerveau dans la matrice. C'est aussi près de nous que la mort de François Mitterrand. Dès 2035, nous aurons des nanorobots pour nous connecter au cloud. Des nanorobots intracérébraux, ce qui nous donnera des capacités extraordinaires et fusionnera l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. On est bien dans un hacking massif du cerveau. Et on est au cœur du projet transhumaniste. Bien sûr, il y a quelques intérêts business. Kurzweil soulignait dans la foulée que Google connaîtra la réponse aux questions avant qu'on les ait posées, évidemment. Il y aura un circuit électronique court vers le cloud computing qui permettra à Google de pouvoir nous répondre avant qu'on ait formulé la question. Et il précisait que Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes nous connaissons. Il y a une forme un peu particulière de hacking qu'il va y avoir, de hacking cérébral, c'est le retour de l'eugénisme. Avant, la seule chose qu'on savait regarder sur un bébé, c'est s'il avait une trisomie 21 ou pas. Maintenant, on peut regarder toutes ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire lire la totalité des 3 milliards de bases ADN, très précocement dans la grossesse et sans faire d'amyosynthèse, avec une simple prise de sang chez la maman. La puissance informatique a tellement augmenté qu'on est capable, en séquençant le sang de la mère, de séparer l'ADN du bébé et l'ADN de la mère, parce qu'il y a un petit peu d'ADN du bébé qui passe dans le sang de la mère. On passe d'une amyosynthèse tardive, on regarde s'il y a 3 chromosomes 21, et dans 97% des cas, on avorte de l'enfant trisomique, à un dépistage précoce de la totalité du génome de l'enfant, y compris des gènes impliqués dans les prédispositions intellectuelles. Dans le même temps, les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage des surdoués afin de déterminer les variants génétiques qui expliquent les différences de quotient intellectuel. Borgström, l'intellectuel d'Oxford, a montré qu'on pouvait augmenter de 60 points le quotient intellectuel d'un individu. Et 23andMe, filiale génétique de Google, a un brevet sur la sélection génétique des embryons. Vous voyez que là, c'est une forme particulière de hacking neurologique dans le futur. C'est la transformation de la façon dont nous procréons qui pose des problèmes tout à fait majeurs.